Cette séance va porter sur le transistor à effet de champ en statique. Et on va établir le mode de fonctionnement des transistors, le modèle en statique pour les différents modes de fonctionnement et également le modèle petit signe. Contrairement aux transistors bipolaires, dont le fonctionnement repose sur deux types de porteurs, les trous et les électrons, les transistors à effet de champ à jonction fonctionnent avec un seul type de charge, et les majoritaires qui sont ici, soit l'électron ou bien les trous. Le transistor à effet de champ, il y en a deux types ici, il y a le type canal N et le type canal P. Pour le canal N, il est formé d'un canal dopé N placé entre deux régions fortement dopées P+. On distingue trois types d'électrodes. La source par laquelle les majoritaires vont entrer dans le dispositif, le drain par lequel sortent les charges, c'est l'électrode chargée de drainer les électrons, et la grille, il permet de contrôler le débit des majoritaires à travers le canal. Pour le canal P, il est formé d'une région P placée entre deux régions fortement dopées N+, et les majoritaires dans ce cas-là sont les trous. Le symbole du transistor à effet de champ est représenté ici. Donc au niveau de la grille, on a une flèche entrante pour indiquer le canal N et une flèche sortante pour indiquer le canal P. Pour le mode de fonctionnement et le principe, on suppose ici, en l'absence de la polarisation, vous avez VGS, la tension entre la grille et la source est nulle, et la tension entre le drain et la source nulle. Donc il y a apparition de deux zones de charge d'espace ici. Donc ces zones de charge d'espace s'étalent dans le canal du fait que la région P est fortement dopée, et le canal se comporte comme une résistance. Pour la polarisation inverse entre grille et canal, on a une tension VGS appliquée avec VGS inférieur à 0 et supérieur à VP. Donc cette tension en inverse, quand il augmente, il va augmenter l'élargissement de la zone de charge d'espace, puisque la polarisation, les jonctions PN sont polarisées en inverse, et cet étalement va se faire dans le canal. Donc le canal va avoir une certaine largeur effective plus étroite et la résistance du canal va augmenter. Quand la tension grille source est inférieure à une tension VP dite tension de pincement, le canal se ferme et il n'y a plus de courant qui passe entre le drain et la source. VP est appelée tension de pincement. Pour le mode de fonctionnement normal du transistor à effet de champ, la tension drain-source est normalement positive. Le courant drain va circuler entre le drain et la source. Et du fait que la résistance du canal dépend de la tension VGS compris entre VP et 0, cette tension va contrôler également le courant ou l'intensité du courant drain ID. Dans le cas où VGS égale à 0, donc la valeur de VDS, l'augmentation de la valeur de VDS ici entre 0 et la valeur absolue de la tension de pincement va plutôt augmenter ici, il va donner un courant plus faible donc au niveau du drain, et la région fortement dopée P+, va engendrer deux zones de charge d'espace qui s'étendent dans le canal et d'épaisseur constante. Le canal se comporte donc dans ce cas-là comme une résistance
et on a ID est proportionnel à la tension entre le drain et la source. Quand VDS augmente davantage, toujours avec VDS inférieur à la valeur absolue de la tension de pincement, le canal commence à se rétrécir du côté drain. On n'a plus une relation linéaire entre le courant et la tension VDS dans ce cas. En zone de saturation, tout accroissement de VDS supérieur à la valeur absolue de VP donc va entraîner bien sûr une augmentation du pincement et une augmentation du courant ID. Quand le canal se pince au niveau du drain, la densité du courant va augmenter jusqu'à ce que la vitesse des électrons atteigne une vitesse limite. Les transistors fonctionnent dans ce cas-là dans la zone de saturation. Le courant atteint une valeur maximale et reste toujours constant dans la région où la tension entre le drain et la source est supérieure à la valeur absolue de la tension de pincement. Alors pour la zone d'avalanche, en fait, dans cette zone-là, il résulte du claquage de la jonction entre grille et drain, et ce claquage donc, est un claquage destructeur puisqu'il permet de détruire le transistor dans le cas où le courant n'est pas limité. Je vais essayer de résumer ici dans la caractéristique ID en fonction de VDS, les trois zones de fonctionnement du transistor. On a pour une tension drain-source inférieure à la valeur absolue de la tension de pincement, on a deux zones. La zone résistive pour laquelle le courant ID est proportionnel à la tension entre le drain et la source, et une zone coude dans laquelle on a une relation non linéaire entre le courant ID et la tension drain-source. C'est une caractéristique quadratique en fonction de VDS. Quand la tension drain-source dépasse la tension VP, le courant devient maximal, égal à IDSS, qui est une caractéristique du transistor à effet de champ. Et en zone d'avalanche, le courant va augmenter, bien sûr, et va détruire le transistor dans le cas où celui-ci n'est pas limité par un certain dispositif. À VGS différent de 0, quand VGS augmente en valeur absolue avec VGS négatif, le courant ID max va diminuer, donc il passe des valeurs IDSS en diminuant avec VGS augmentant en valeur absolue. Notons que la région ohmique est caractérisée ici par une tension entre drain-source inférieure à la tension grille-source moins la tension de pincement. La région de saturation est caractérisée par VDS supérieur à VGS moins la tension de pincement. Et la zone de blocage, caractérisée par un courant drain nul, est caractérisée par l'inégalité VGS inférieure à la tension de pincement. Ici, on donne les expressions mathématiques du courant drain donc pour le JFET canal N. Dans la région de blocage, on a un courant ID nul, toujours pour VGS inférieur à VP. Dans la région MIC, vous avez VDS inférieur à VGS moins VP, et pour avoir un courant non nul, il faut avoir l'inégalité suivante, à savoir VGS entre 0 et VP. La tension de pincement pour le canal N est négative ici. Notez que le courant drain, c'est une équation quadratique en fonction de la tension drain-source. Et si cette tension drain-source est assez faible, donc le courant ID est proportionnel à la tension drain-source. Et ça se traduit tout simplement par un comportement du transistor comme une résistance variable dépendant de la tension VGS. Dans la région de saturation, la tension drain-source est supérieure à la tension grille-source moins la tension de pincement. Et la condition qui est ici représente bien sûr une condition pour que le courant drain soit non nul. Dans cette région de saturation, on a ID égale à VGS moins VP au carré fois une constante K. Cette constante, pour la déterminer,
on utilise VGS égale à 0 et ça se traduit par un IDSS au niveau de ID qui est maximal et on peut obtenir l'expression de K sous la forme IDSS sur VP au carré. Donc, en reportant l'expression de K dans l'expression de ID, on obtient la forme générale en région de saturation du courant ID en fonction de l'IDSS et la tension de pincement pour un transistor, que ce soit le canal N ou bien le canal P. Notez que pour le canal N, VGS et VP sont toutes les deux négatives, alors que pour le canal P, vous avez VGS positif et la tension de pincement est exactement positive. Ici, on donne la caractéristique ID en fonction de VGS pour les deux types de transistors, canal N et le canal P. Notons que pour le canal N, le courant drain circule du drain vers la source, la tension VGS étant négative et bien sûr le courant ID positif. Pour le canal P, c'est l'inverse, on a le courant ID qui va passer de la source vers le drain et la tension VGS est comprise entre 0 et VP avec une tension de pincement positive. L'expression que vous avez ici, c'est une expression aussi valable pour les deux, pour le canal N que pour le canal P. En fait, le courant drain n'est pas constant dans la région de saturation. Donc, quand on a VGS qui est constant, l'augmentation de la tension drain-source va diminuer la largeur effective du canal d'une certaine quantité delta L, ce qui va entraîner une augmentation du courant ID drain. C'est ce qu'on appelle la modulation de la largeur du canal. Cette modulation se traduit par une rectification en fait de l'expression du courant en utilisant un terme correctif multiplicatif. Ce terme correctif dans le courant en zone de saturation et en même temps dans zone ohmique, c'est un courant qui est multiplié par 1 plus lambda fois VDS. Notez que si je prends VDS égale à moins 1 sur lambda, le courant ID est quasiment nul. Ça se traduit ici dans la caractéristique ID en fonction de VDS par un ensemble de caractéristiques paramétrées par la tension grille-source et qui vont se couper en un point dont le potentiel égale à moins 1 sur lambda. Donc, vous notez que les caractéristiques à VGS constantes admettent une certaine pente égale à 1 sur RD et cette pente est donnée par 1 sur lambda ID. Avec le courant ID ici, c'est le courant drain quand on néglige l'effet de la modulation de la largeur du canal. Cette résistance RD est également donnée par l'inverse de la pente à la caractéristique ID en fonction de VDS au point de fonctionnement, ça veut dire quand ID égale la valeur moyenne ID et VGS égale. Le modèle du transistor en saturation est donné pour le canal N et pour le canal P ici. Donc, entre la grille et la source, vous avez un circuit ouvert, IG égale à 0. Donc, et en sortie, vous avez un courant drain qui circule du drain vers la source et une source commandée par la tension VGS en parallèle avec la résistance RD. Notez que pour le canal P, le courant circule de la source vers le drain et également on a ici une source commandée par la tension grille-source. Dans cette partie, je vais passer en revue quelques circuits de polarisation. Donc, je commence ici par la polarisation par pont diviseur de tension. Le pont est formé par la résistance RG1, RG2 que vous avez ici et la tension VDD. Le circuit comporte une seule source donc d'alimentation. Vous avez également ici la polarisation par la source. Donc, le circuit comporte deux sources, VDD et moins VSS. Cette tension VSS va commander le courant qui va passer entre le drain et la source.
et la tension VDS, ça veut dire la tension entre un drain et la source, va être commandée par les deux tensions VDD et en même temps VDS. Pour le circuit de polarisation par pan diviseur, donc on a ici le courant IG nul, ce qui fait que la résistance RG1 et RG2 sont en série. Donc on peut déterminer la tension VG par une simple application du diviseur de tension. Donc VG, il est donné par RG1 sur RG1 plus RG2 fois VDD. De même, on peut établir l'expression de la tension grille-source en fonction du courant ID en utilisant la maille suivante. Donc, en utilisant cette maille, on peut établir l'expression suivante, VG égale à VGS égale à VG moins RS ID. Notons aussi que la résistance RS introduit ici une contraction et ça sert à la stabilité en température. Toute augmentation de ID, par exemple, par effet de la température, va engendrer une augmentation de la tension source VS, puisque VS s'écrit comme RS multiplié par ID. Donc, puisqu'ID augmente, vous avez le VS qui va augmenter. La tension de grille, elle est fixe. Donc, VGS, il s'écrit comme VG moins VS va diminuer. Et en mode de saturation, on a ID qui s'écrit comme K. VGS moins VP au carré. Donc le courant ID va diminuer puisque VGS va diminuer. Donc ici, toute augmentation du courant drain va être contrebalancée par une diminution du fait que la résistance RS introduit bien sûr une contraction et ça permet bien sûr de stabiliser le circuit contre la dérive thermique. Pour donner la procédure de détermination du point de fonctionnement dans le cas où vous avez un circuit de polarisation à base du transistor à effet de champ, donc je vais donner ici un exemple d'application utilisant un circuit de polarisation par pan diviseur de tension dans lequel j'ai choisi d'introduire un transistor à effet de champ canal P et qui est caractérisé par une tension de pincement de 2 volts et un courant IDSS de 2 milliampères. La procédure est la suivante, le diviseur de tension qu'on a ici, on le transforme via le théorème de Thevenin pour aboutir au circuit équivalent à l'aide de E Thevenin et R Thevenin. Cette tension E Thevenin est donnée par le rapport R2 sur R1 plus R2 multiplié par VDD. Si on utilise les applications numériques données ici, on obtient pour E Thevenin ici 17,2 volts. La résistance RT, c'est la résistance R1 en parallèle avec R2, donc on a 70 kg en parallèle avec 430, ça nous permet d'avoir une résistance de 60,2 kg. Maintenant, on établit, moyennant la loi des mailles bien choisie et qui fait introduire bien sûr le VGS en fonction du courant ID. Donc, la maille utilisée, c'est celle-ci. Donc, c'est cette maille. Et c'est le chemin utilisé pour la maille. Donc, en écrivant l'équation le long de cette maille, on obtient moins E Thevenin plus VGS moins RSID plus VDD égale à 0. C'est une relation entre la tension grille source et le courant drain. Maintenant, on suppose qu'on a un mode de saturation. Donc, quand on a un mode de saturation, le courant ID s'exprime sous la forme de VGS moins VP au carré fois K, avec K, c'est IDSS sur VP au carré.
l'insertion de ce courant-là dans l'équation de Maille nous permet d'aboutir ici à une équation du second ordre en fonction de VGS. Donc, en faisant l'application numérique ici, on obtient VGS au carré moins 4,167 VGS plus 3,53 égale à 0. Donc, cette équation a deux solutions. Une solution de 2,98 volts et 1,183 volts. Alors, la solution qui est valable, c'est la solution qui vérifie VGS entre 0 et la tension de pincement de 2 volts. Donc, la solution valable est donc VGS égale 1,18, alors que la solution 2,98 est à rejeter puisqu'il ne vérifie pas cette condition. Donc, une fois VGS déterminé, le report de cette valeur numérique dans l'expression du courant ID nous permet d'obtenir un courant de 1 milliampère. Maintenant, la dernière étape consiste à calculer la tension drain source. Donc ici, la tension VST, c'est la tension VDD moins RS plus RDID en utilisant la maille ici, de sortie ici, dans cette maille. Alors, à partir de là, on obtient, en reportant la valeur numérique de IT, la valeur de 12 volts. Alors, notez que pour avoir un mode de saturation, il faut que la tension VSD soit supérieure à VSG plus VP, puisque cette valeur égale à 0,8. Donc, et on a VSD égale à 12 volts, on a exactement un mode de saturation. Notez que dans le cas où on n'a pas de saturation, il faut utiliser non pas l'équation ID sous cette forme, mais l'équation adéquate dans la région ohmique. Pour établir le schéma équivalent, petit signaux, on va considérer l'amplificateur suivant, dans lequel j'ai omis d'introduire les résistances pour des raisons de simplicité, surtout les résistances de polarisation. Le circuit amplificateur est attaqué par deux sources, une source continue et une source variable. La source continue sert à fixer le point de fonctionnement alors que la source variable est destinée à l'amplification, ce qui permet d'avoir ici le courant ID comme une grandeur variable plus une grandeur continue. En reportant l'expression de VGS ici dans l'expression de ID en mode de saturation et en développant la partie carrée que vous avez ici, on peut écrire ID sous forme d'une quantité continue, c'est le courant moyen ou le courant de saturation, plus une quantité qui dépend de VGS variable. Cette quantité-là comporte deux parties, une partie linéaire en fonction de VGS et une partie qui dépend de VGS au carré. Ce terme est indésirable du fait qu'il va introduire une distorsion du signal. En conséquence, pour ne pas avoir de distorsion, on suppose que KVGS carré est inférieur à la partie linéaire que vous avez ici, de telle façon à avoir la tension VGS très inférieure par rapport à deux facteurs de VGS moins VP. Cette condition-là, c'est ce qu'on appelle la condition faible signaux. Donc, de ce fait, le courant ID, c'est une grandeur continue plus une grandeur variable, petit signaux. Cette grandeur variable, petit signaux, est en fonction de GM VGS. Donc, GM, c'est la transconductance du transistor. Cette transconductance, elle est donnée par la formule 2K facteur de VGS moins VP. Notez que cette transconductance est également la tangente de la pente de la tangente au point de fonctionnement à la caractéristique ID en fonction de VGS. Elle est donnée par l'expression mathématique suivante. Donc ici, on peut représenter le modèle faible signaux à l'aide de la résistance RD qu'on a définie comme étant 1 sur lambda fois ID. On a le modèle en pi et qui est caractérisé par un circuit ouvert entre la grille et la source, une source de courant GM-VGS en série en parallèle avec la résistance RD.
On peut également utiliser un modèle équivalent en T. Ce modèle, il introduit une résistance Gm-1 entre la grille et la source et une source de courant commandée par la tension VGS. La prochaine fois, on va voir plutôt les différents amplificateurs à base de transistors à effet de champ, source commune, grille commune et drain commun.